Salut à tous, c'est Flo Tuto. Je suis super content de vous retrouver pour cette toute première vidéo sur, comme vous le voyez, le projet d'extension de notre maison tout simplement. Alors je vous cache pas que ça fait longtemps qu'on est déjà sur le projet avec toutes les démarches qu'on a fait au préalable. On va vous expliquer déjà le principe de l'extension, pourquoi on est venu à faire une extension, on va vous expliquer toutes les démarches en fait. Et ce projet va être filmé à travers des vidéos YouTube, va être filmé à travers des vidéos et des courts moments sur TikTok et Instagram, des petits tips, etc. Du début des fondations, les dalles, l'ossature bois et après toutes les étapes à l'intérieur. Il y aura de l'électricité, il y aura du carrelage, il y aura de l'isolation, de la plâtrerie, enduit, peinture, il y aura de la déco, il y aura pas mal de choses et ça va être super sympa. On a déjà quelques marques qui vont participer avec nous au projet de l'extension et j'ai trop hâte de vous les faire découvrir et de vous faire découvrir les produits qu'on a sélectionnés. Et il y aura aussi une grosse partie sur la façade puisqu'automatiquement l'ossature bois il faut bien l'habiller et comme vous le savez on est dans le nord de la France et chez nous les briques c'est question d'habitude, donc automatiquement je ne voulais pas dénaturer le projet de la façade et on va finir en fait avec une finition en briques décoratives. Franchement ce projet va déchirer. Le but de cette première vidéo, c'est toutes les démarches en fait qu'on a fait au préalable d'une extension. Donc en gros, toi comme quiconque derrière cet écran, si un jour tu as envie de te lancer dans un projet de construction ou si tu as envie de te lancer dans un projet d'extension, on ne se rend pas compte des démarches administratives que tu dois faire au préalable avant même de casser un mur ou avant même de poser une brique. Et donc le but de cette vidéo, c'est surtout que je puisse vous dire les démarches, combien de temps ça prend, combien ça coûte. On va parler en toute honnêteté. J'ai les montants précis des factures que j'ai déjà payées et depuis combien de temps le projet voit le jour, etc. Alors pourquoi on fait une extension? La question tout bête, mais on a 5 dans la maison. On a à peu près 105 mètres carrés, je crois, en surface habitable. Je voulais racheter un corps de ferme, un truc à rénover, etc. Histoire que ce soit vraiment un projet de A à Z. Et les corps de ferme, ça avec de la surface de terrain, de la surface de grange à réhabiliter, ça coûte énormément. Et automatiquement, vous ne pouvez pas. Les taux, dernièrement, enfin on a débuté le projet l'année dernière, les taux étaient au plus haut, c'était une catastrophe. Donc l'un des seuls projets qu'on s'est dit, notre quartier nous plaît, le voisinage nous plaît, autant pas tout simplement agrandir notre maison, empiéter un peu sur notre jardin et agrandir en fait notre surface habitable. On rajoute à peu près 50 mètres carrés. Donc comme tu le vois, on agrandit notre salon, salle à manger, cuisine, buanderie aussi et on crée un R+1 avec une nouvelle salle de bain qu'on va déplacer et une 5e chambre. Franchement, ça va déchirer. Comme tu le vois, le projet a déjà débuté. Les dalles ont été faites, les premiers murs en ossature bois ont déjà été montés. Et l'une des questions qu'on m'a posées, pourquoi tu es parti en ossature bois? Alors si on part en maçonnerie, et je ne veux pas te cacher que la maçonnerie, certes, ça a un coût, ça a un délai automatiquement, mais du temps de monter des murs en maçonnerie, ça te prend surtout de l'épaisseur. Pour vous redonner un exemple, c'est que la maison qui est derrière moi, c'est parpaing, vide d'air, briques décoratives et au-dessus du parpaing, donc à l'intérieur de la maison, un placo qui est isolé par du polystyrène derrière. Donc automatiquement, on arrive sur des complexes qui sont assez larges. Pourquoi pas partir en ossature bois? C'est beaucoup plus écolo, les produits sont beaucoup plus fiables, c'est beaucoup plus isolant et par contre ça va vite. Certes c'est un petit peu plus cher, mais ça va vite et ce qui est surtout important, c'est que ça prend moins de place. Pour vous donner un exemple, c'est que les murs que vous voyez juste là derrière moi, c'est des murs en 145, donc ils vont être isolés par l'intermédiaire de l'ossature bois. En 145, à l'extérieur, on va avoir l'OSB de contreventement, le pare-pluie, tout ce qui est système bien sûr de bardage extérieur avec la finition briquette, mais on est sur une épaisseur qui est amoindrie contrairement à de la maçonnerie et ça c'est à prendre en compte. Pour rien vous cacher, on a commencé la structure, ça a été fait en 2 ou 3 jours de temps pour l'instant de la structure qui a été mise en ossature bois derrière, alors qu'en maçonnerie ça aurait pris beaucoup plus de temps. Les premières démarches qu'on a effectuées. Donc le projet, on l'a débuté l'année dernière, l'été dernier. On a été voir un architecte parce qu'automatiquement, qui dit extension dit permis de construire. Donc on a sollicité déjà un architecte. Alors,
le choix de l'architecte, comment vous allez effectuer déjà le choix d'un architecte, n'hésitez pas à aller en rencontrer. L'architecte, c'est l'un des premiers interlocuteurs que vous allez avoir pour votre projet et c'est surtout lui qui va retranscrire la totalité de vos souhaits, de vos besoins, qui va architecturer plus ou moins, qui va animer en 3D via des plans ce que vous avez envie de mettre en œuvre, comment va être réparti votre projet, que ce soit du neuf, de la construction neuve ou une extension. C'est lui qui va vous dire, bon ben, moi j'optimiserai avec des cloisons par-ci par-là, donc c'est déjà un premier jet. Donc automatiquement, il faut qu'il y ait le feeling avec cet interlocuteur-là, et ça c'est super important. Donc n'hésitez pas, nous ce qui nous concerne, on a été voir 3 architectes. Alors certes, on va se baser déjà sur le prix, mais la première démarche que vous allez regarder, c'est le prix et l'affinité que vous allez avoir. Demandez-lui d'avoir accès à des projets qu'il a déjà fait, à des visuels, à des plans, des choses comme ça, pour voir un petit peu son style, sa façon de travailler, comment il conceptualise là-dessus sur les projets. Donc, pour rien vous cacher, on a fait appel à un artisan, à un architecte qui nous a demandé 5 000 € hors taxe pour nous faire la totalité donc, du permis de construire. Il est venu, il a repris toutes les codes, il a conceptualisé le plan avant travaux, il a reconceptualisé un plan complet après travaux avec un dossier technique. Je ne vais pas vous cacher que même ce dossier technique a été utilisé moi pour faire le chiffrage auprès des différentes entreprises. On l'a réutilisé aussi, je vais le réutiliser même dans cette vidéo à travers des photos pour vous montrer un petit peu le rendu final que ça va avoir. Donc je vous disais, faites attention, c'est qu'au choix de l'architecte, vous allez aussi avoir les visuels 3D de vos plans qui vont être projetés. Donc généralement, nous, l'architecte, il nous en a proposé 4 ou 5. Je sais qu'il y a peut-être des architectes, nous on en avait vu un, qui était nettement moins cher, mais par contre, chaque vue supplémentaire, c'était des chiffrages supplémentaires. Donc automatiquement, ça, c'est à prendre en compte. Vous pouvez faire votre dossier de permis de construire vous-même, vous allez galérer avec vos plans, etc. Ce qui est important, c'est l'étude du PLU, le plan local d'urbanisme, qui va vous permettre de vous dire, sur ma parcelle qui fait autant de mètres carrés, j'ai déjà autant de zones occupées, je peux faire une extension de autant. Ce que ça va vous permettre aussi, c'est de jouer sur les limites de propriété. Il y a une réglementation en limite de propriété pour ne pas monter une certaine hauteur, etc. Et ça, c'est super important. L'architecte maîtrise ses dossiers, c'est vraiment son boulot. Donc faites confiance à un architecte, vous gagnerez du temps et vous allez professionnaliser en fait votre projet. Vous allez signer avec lui, ça va mettre à peu près, il a mis nous 3 semaines pour conceptualiser les plans. Il a fait la demande. Le permis de construire a été accepté sous 1 mois. Et après, enfin 2 mois, et après on a un affichage obligatoire, c'est un affichage réglementaire que vous allez mettre devant votre maison pour prévenir votre voisinage, pour prévenir si éventuellement il y a une personne qui est contre, pour aller se renseigner sur le numéro de votre permis de construire et effectuer des démarches si besoin est. L'avantage, c'est que quand tu pars sur un architecte, sa demande est professionnelle, il a automatiquement bien ficelé le truc et ça, on a quasiment pas de chance d'avoir un voisin qui va venir se plaindre et d'avoir des recours, mais c'est obligatoire, vous avez un délai d'affichage de 2 mois. Hormis l'architecte, vous allez avoir différentes études à effectuer. Nous, ce qui nous concerne, on a effectué une étude de sol et une étude de structure. Donc c'est pareil, ça a un coût, ça vous permet en fait d'assurer l'extension, la construction que vous allez faire. Certaines construction ou certaines extensions, on va vous obliger une étude de sol ou une étude de structure. C'est 2 choses qui sont différentes, mais on vous le conseille. On vous le conseille pourquoi? Parce que vous allez peut-être tomber sur de la présence de différentes choses, que ce soit dans votre sol ou que ce soit l'analyse de la structure de votre maison existante, et ça c'est super important. Alors l'étude de sol, on est passé avec une entreprise belge, on a payé ça 1 000 € hors taxe, donc il y a différentes études de sol et différentes vérifications qui peuvent être effectuées. Si je ne dis pas de bêtises, nous on a fait la G2 AVP, qui est l'étude de sol plus ou moins classique. Comment ça se déroule? Une fois qu'il vous envoie le devis qui est validé, la personne vient se déplacer avec une énorme machine, et je vais vous mettre dans la vidéo quelques extraits, avec une énorme machine, et en fait il va venir effectuer des sondages et des carottages. Nous ils ont effectué 2 carottages à une profondeur de 3 mètres, donc ils viennent rentrer dans le sol un tube d'environ
entre à peu près 8 cm et ils vont venir carotter sur 3 mètres de profondeur pour vérifier en fait la composition de votre sol, si votre sol est humide, s'il est sableux, s'il est argileux, etc. Il va venir effectuer des sondes, donc c'est-à-dire il va venir rentrer des tiges métalliques dans le sol à une puissance d'environ 5-7 tonnes. Il va descendre, nous en l'occurrence, il est descendu jusqu'à 10 mètres de profondeur et pour analyser le sol en lui-même, est-ce qu'on vient à tomber sur des éléments durs, des éléments friables, une présence d'eau, etc. L'étude de sol, après avoir effectué ces carottages et ces études, ils vont, via des techniciens, analyser vos résultats, la composition de votre sol, et ils vont vous donner en fait des normes à suivre, des notes de calcul qui vont vous permettre aux maîtres d'œuvre et aux différentes entreprises d'analyser les fondations qui seront nécessaires, comment votre sol se compose. Donc l'étude des sols ou étude géotechnique va vous permettre aussi d'analyser en fait la portance de votre sol. C'est-à-dire c'est eux qui vont vous calculer le type de fondation en eux-mêmes que vous allez avoir besoin. Après l'étude de sol ici de notre terrain, on avait des zones marécageuses qui étaient derrière. Ils nous ont préconisé une étude de sol avec des fondations à plus de 2 mètres de profondeur. Donc ça c'est l'exemple type où si on ne faisait pas appel à l'étude de sol, on n'aurait pas pu le savoir. On serait parti sur des fondations dites classiques et on aurait peut-être risqué un problème de stabilité du terrain et stabilité de la structure par la suite. La portance de votre structure, comment elle est répartie et comment on va pouvoir justement remettre tout ça en œuvre à travers des piliers, des poteaux, des IPN, des HPN, etc. qui vont nous permettre d'asseoir la totalité de la portance de la structure à travers des notes de calcul bien précis. L'étude de structure va aussi vous faire des plans avec des notes de calcul. Alors honnêtement, quand je l'ai analysé, c'est un petit peu du chinois pour nous parce que c'est quelque chose qui est très technique, mais ils vont nous permettre de donner de façon claire, nette et précise la conception du projet en lui-même. Vous allez faire une ossature bois avec telle dimension de section de bois, vous allez utiliser tel type de portance pour votre structure existentielle, tel type de fer pour reprendre les linteaux entre guillemets ici, la dimension des poteaux, les sabots des poteaux, etc. Le coût d'une étude de structure, ça nous a coûté 2110 €. 2110 € hors taxe. Ne faut pas oublier que les études de sol et les études de structure, ce sont des choses qui vont vous être demandées pour l'assurance de votre maison tout simplement, l'assurance de vos travaux. C'est ces personnes-là, c'est envers ces personnes-là qu'on va se retourner s'il y a des problématiques lors des fondations, lors de l'élaboration, dès qu'il y a un point technique à étudier sur la faisabilité ou non, sur le déroulé du chantier, que c'est eux les techniciens purs et durs de la structure et du sol, et c'est eux qui vont vous donner le feu vert ou non sur la faisabilité de votre projet. Alors j'ai envie de te reparler aussi d'une autre chose qui est l'assurance dommage d'ouvrage, et là aujourd'hui on va se retrouver avec Alexandre de chez VGM pour qu'il puisse aussi vous expliquer quel est le rôle d'une assurance dommage d'ouvrage, comment ça se déroule, quel est l'intérêt et est-ce obligatoire. La vidéo, je vous parlais d'assurance. On a changé de contexte et on est accompagné d'Alexandre de chez VGM et mon accompagnateur expert en assurance construction. Et je pense, je suis même sûr, c'était la personne la plus appropriée pour vous expliquer la nécessité de l'assurance dans le milieu professionnel et notamment la nécessité et le but d'un dommage d'ouvrage, d'une assurance dommage d'ouvrage. Donc déjà Alexandre, est-ce que tu peux rapidement nous donner tes fonctions? Qu'est-ce que tu fais chez VGM et qui est VGM? Alors moi, je suis le responsable dommage ouvrage et décennale chez VGM et on a un pôle spécialisé en assurance construction. Après, VGM assure pas mal d'assurances qu'on appelle de niche, des forêts, des discothèques, mais moi, je m'occupe de la partie vraiment construction. D'accord. Donc pour reprendre rapidement, tout professionnel qui vont intervenir dans une construction ou une rénovation, automatiquement se doivent d'être rassurés avec une assurance décennale. Alors que ce soit le maçon, le couvreur, le charpentier, l'électricien, le plombier, etc.,
tout interlocuteur professionnel qui va rentrer sur votre chantier, que ce soit pour une extension ou une construction neuve, se doit d'avoir une assurance décennale. Vous étiez en droit, même lors d'un devis, de demander ces assurances décennales à ces artisans. Mais la chose qui est importante, c'est en cas de litige. Pourquoi on s'assure? C'est en cas de pépin, comment ça se déroule? Dans l'absolu, si tu fais une rénovation ou une construction neuve et que tu as une malfaçon, un litige ou quelque chose qui ne se déroule pas comme ça devait l'être, on va consulter l'artisan, on va mettre, dans ce cas-là, solliciter son assurance décennale pour le faire refaire. Et c'est là où rentre l'assurance dommage d'ouvrage. Donc je pense que tu seras peut-être plus à même avec tes termes d'assureur. Alors, essaye de les faire les plus limpides possibles. Mais Alex va au moins vous expliquer à quel moment on va inclure l'assurance dommage d'ouvrage et quel est l'intérêt surtout qui est suivi parce que c'est super intéressant. Je vais essayer de faire au mieux. L'assurance dommage d'ouvrage se prend au moment où on va déclarer la DOC, la déclaration d'ouverture de chantier, puisqu'on va référencer toutes les décennales par rapport à cette date. Elle se prend généralement avant le chantier. Bon, après, si le chantier a un petit peu débuté, ça n'a pas trop posé de problème, mais il faut surtout... En gros, c'est la date de démarrage des travaux. La date de démarrage des travaux, quand un professionnel va intervenir sur le chantier, on doit dire à partir de telle date, il va intervenir sur le chantier. Et donc, c'est à partir de cette date-là où les assureurs vont s'assurer déjà d'une chose, c'est que le professionnel est assuré. Et à partir de là, se dire... le professionnel intervient sur tel projet, à telle adresse et à partir de tel laps de temps et durant une durée estimative de autant de temps, à peu près. L'assurance dommage d'ouvrage va surtout être utile après la réception en cas de litige, car elle va tout de suite indemniser le maître d'ouvrage, donc vous en l'occurrence, et va se retourner par la suite sur les RC décennales. Ça évite, on va dire, des instructions de 3 à 5 ans. Ça va vraiment indemniser tout de suite. Très simple, tu as un litige, au lieu d'appeler les assurances décennales de ton entreprise, tu vas solliciter ta dommage d'ouvrage. Ton assurance dommage d'ouvrage va, entre guillemets, sans réfléchir, façon de parler, mais va t'indemniser en fonction du litige que tu as sur ton chantier. Et c'est l'assurance dommage d'ouvrage qui va se retourner vers les décennales en question. C'est-à-dire que toi, tu vas, entre guillemets, privilégier un intermédiaire qui va faire les démarches à ta place et qui va t'indemniser rapidement pour pouvoir faire intervenir justement et réparer ce litige très rapidement pendant qu'eux vont se retourner vers les assurances décennales en question de tous les professionnels. Et ça, c'est super important puisque je le souhaite à personne. Vous qui regardez cette vidéo, honnêtement, je le souhaite à personne. Mais il faut savoir qu'un litige, généralement, ça peut prendre énormément de temps à se résoudre pour savoir le pourquoi du comment, quelle est la cause à effet, les dégâts sont visibles puisque le litige est constaté, donc les dégâts sont visibles, mais automatiquement ça demande énormément de temps à le solutionner et à solliciter les assurances en question de tous les professionnels. Donc c'est là où c'est très important d'avoir une dommage d'ouvrage, c'est elle qui va prendre le relais et se retourner vers les assurances des professionnels. Et ben voilà, tu as tout compris. J'ai essayé. Dans la question qu'il faut se poser, c'est qui demande cette dommage d'ouvrage? Ouais. Aujourd'hui, la dommage d'ouvrage va surtout être demandée par les banques. Aujourd'hui, même pour débloquer les fonds, ils vont demander l'attestation de dommage d'ouvrage. Donc cette attestation sera délivrée au moment de la constitution du dossier. Donc là, on va demander les attestations, les devis de chaque intervenant. On va demander les attestations des intervenants, principalement du clos et couvert. Et après, on peut faire aussi de la DO complète. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ou bien on assure l'ensemble du chantier, ou alors, par exemple, comme moi, où je suis aussi dans un projet de réno, où je l'ai pris uniquement sur le gros œuvre, donc charpente, menuiserie extérieure, et pas sur le second œuvre, tout ce qui est peinture, plâtre et carrelage à côté. Isolation, plâtrerie, voilà. Électricité, plomberie. Donc c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que si tu te lances dans une rénovation ou dans une construction neuve ou une extension comme moi, c'est que tu as la possibilité de faire un dommage d'ouvrage si tu fais la totalité si tu fais intervenir en totalité des artisans, mais si toi aussi tu te lances dans des travaux de finition, on a de plus en plus d'auto-rénovateurs, de bons bricoleurs du dimanche qui se lancent dans des propres projets perso. Donc le but c'est, tu peux aussi assurer un clos couvert, l'intervention des artisans et derrière
exclure dans la dommage d'ouvrage, mais ta prestation que toi tu vas faire en travaux de finition. Et ça, c'est aussi des grandes premières et c'est super intéressant. Et puis en matière de conseil, enfin le gros œuvre, ça reste vraiment tout ce qui est structurel. Donc il soit assuré derrière en décennale, c'est vraiment quelque chose de très important, même pour les maîtres Et d'ouvrage. il y avait une chose que tu me disais en off quand on n'était pas en train de tourner, il y a aussi les notaires. Oui, il y a également les notaires ou en cas de revente, par exemple dans les 10 ans, ils vont demander la DO et également une CNR. C'est une sorte de petite décennale pour les maîtres d'ouvrage qui font construire leur maison. Et ils vont la demander au moment de la vente dans les 10 ans. Okay. Donc c'est vrai qu'on pense aussi à assurer les travaux, mais on ne pense pas à la revente de vos biens. Comme l'assurance couvre pendant 10 ans automatiquement, c'est aussi une sécurité à la revente de votre bien, c'est-à-dire qu'on a un garant derrière, on a une assurance dommage d'ouvrage qui vient aussi prendre le relais, chapeauter en fait entre guillemets les rénovations, la construction, l'extension du projet que vous revendez actuellement en passant par un notaire. Et ça c'est super important. Oui. Et une chose importante, c'est que coûte une assurance dommage d'ouvrage? Une assurance dommage d'ouvrage, ça va coûter, on va dire, entre 3 000 et 5 000 euros. Ok, alors ça reste vague, bien sûr, puisque ça dépend ce que tu assures, la surface, le montant des travaux que tu as sur tes chantiers, tout ça, c'est à prendre en compte automatiquement. Mais donc, ça reste une fourchette entre 3 et 5 000 euros. Voilà, pour toute construction et rénovation en dessous de 400 300 000. Okay. Voilà. Bon. Donc, la question, si toi aussi, tu es dans un projet de réno, maintenant, c'est la personne qui nous regarde, si éventuellement, il souhaiterait avoir un chiffrage, avoir un devis de la part de VGM, comment ça se passe? Il y a deux possibilités. C'est ou bien on a un site internet où on peut faire directement des demandes de devis, et on fonctionne aussi principalement par un réseau d'apporteurs, donc des agents généraux et des courtiers de proximité qui sont qu'on appelle codifiés chez nous et qui peuvent vous remettre un devis. Donc si vous travaillez déjà avec un intermédiaire, un courtier en assurance, ils peuvent solliciter VGM. Exact. Et éventuellement, à vraiment petit pourcentage, VGM peut travailler en direct avec une prise d'information. Je vous mets à titre indicatif dans la vidéo les liens correspondants aux demandes. Si besoin, je vous mettrai le site internet et éventuellement peut-être un contact ou une adresse mail. Mais on essaye de vous mettre ça dans le lien de la description. Merci beaucoup, Alexandre. Oui. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur sa page perso, parce qu'il l'a dit rapidement, il est humble, ce monsieur est très humble. Alexandre, en fait, a un projet d'auto-rénovation. Et comme vous le voyez ici derrière, on a des super locaux. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur Instagram. Une chapelle pour deux? C'est ça. Donc il se lance sur un projet avec sa femme. Allez jeter un coup d'œil et franchement, allez lui donner de la force parce que le projet en vol des tours, c'est tout simplement merveilleux. Nous, on est dans les locaux là, c'est magnifique. Allez, Alexandre, je te remercie. Allez. À bientôt. Allez. Il y a une chose aussi, un poste qui est très important, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un architecte peut faire le rôle d'architecte, mais il peut aussi très bien faire le rôle du maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est quoi? Mais on va voir dans ce cas-là, puisqu'on a un maître d'œuvre, nous, ici, il va vous permettre de coordonner tous les travaux. Et ça, on va se retrouver dans la suite de cette vidéo avec Cyril Calimet, l'entreprise Modulbat, pour qu'il vous explique réellement quel est son domaine d'action et quelle est sa mission sur un chantier comme celui-ci. On se retrouve ici dans un nouveau contexte où, comme vous le voyez derrière, l'ossature elle commence déjà à prendre forme. On a parlé durant cette vidéo du maître d'œuvre, de l'intérêt d'un maître d'œuvre, que ce soit pour un professionnel ou un particulier qui fait une extension ou une construction. Quel est le rôle d'un maître d'œuvre? Quel est l'intérêt de prendre un maître d'œuvre? Et aujourd'hui, on a la chance et le privilège et l'honneur d'avoir avec nous Cyril Calimet, entreprise Modulbat, qui est maître d'œuvre à son compte et qui nous a accompagnés en fait pour l'élaboration de ce beau petit projet qu'on voit derrière. Donc d'ailleurs Cyril, je tenais à te remercier pour le professionnalisme que tu as investi dans la coordination de tous les travaux. Et je profite donc dans cette introduction, dans cette vidéo où on vous explique tout, ce qui se passe avant. Je trouve que c'est très judicieux de parler du maître d'œuvre parce que il a un rôle très important et primordial en fait dans la coordination et dans l'avancée comme là d'une construction ou d'une extension. Alors Cyril, en quelques mots, si tu pouvais nous expliquer ton métier. Quand on dit maître d'œuvre, c'est un bien grand mot, mais en quelques mots, que veut dire le maître d'œuvre? Et après, on pourra reparler de ton rôle, etc. sur le chantier. Ouais, d'accord, ok. Alors, comme tu l'as dit, moi c'est Cyril Calimet, donc gérant de l'entreprise Modulbat. Moi j'ai une licence génie civil en alternance à l'IUT de Béthune. Et après, donc moi j'ai démarré le métier de maîtrise d'œuvre, de maître d'œuvre en 2012.
où j'ai eu plusieurs expériences dans les bureaux d'études et cabinets d'architectes. Et depuis avril 2023, je suis effectivement à mon compte sous l'entité Modulbat. Donc l'intérêt pour un client sur son projet de rénovation, construction neuve, de passer par un maître d'œuvre, c'est le premier intérêt, c'est l'interlocuteur unique et privilégié du client avec les artisans, les entreprises, tout ça. Tu fais le lien entre le client et les artisans. Voilà, c'est vraiment un rôle pivot où le client a que nous comme interlocuteur et les entreprises et les artisans, les bureaux d'études, les ingénieurs, tout ça, ont que nous comme interlocuteur de l'autre côté. Donc nous on fait le lien, tout ça, et donc le réintérêt c'est que nous, du coup avec le temps, c'est qu'on a une relation de confiance aussi avec les différents bureaux d'études, les architectes, les entreprises, les artisans. Qui fait que on se connaît et on connaît aussi les gens de manière sur leur qualité humaine et professionnelle, ce qui fait qu'on parle tout de suite le même langage en fait sur un projet, et ça fait gagner du temps et ça fluidifie l'information. Voilà, la communication. On s'en est rendu compte sur Voilà. le projet ici, c'est que des fois au moins tu peux avoir un retour qui est un petit peu plus rapide. Un peu plus rapide, voilà, et ça, voilà, au moins on est tous sur la même partition, quoi, et la même façon de travailler. Donc ça fluidifie les informations, la communication et le résultat du projet, quoi. D'accord, ok, super. Alors quand débute ton rôle et quand il s'arrête? Donc si on va dire pour un chantier quelconque, construction ou extension, le premier approche c'est quoi? Après le permis de construire, tu te mets en relation avec le client ou le client se met en relation avec toi, et à partir de là, tout débute, c'est-à-dire que de la consultation, enfin la découverte du projet, consultation des entreprises, Voilà, présentation des devis. Jusqu'à la réception, voilà. Et donc après, mon rôle peut débuter déjà un peu avant la phase permis de construire, parce que l'intérêt, ça va être l'estimation du projet. Ça veut dire qu'on peut avoir un projet, une envie d'une maison, de rénovation complète d'une maison existante, mais sans savoir maîtriser le coût non plus. Donc on commence par une ébauche du projet avec l'architecte, et nous on peut déjà estimer les travaux, l'enveloppe globale. Ça reste donc, approximatif, bien évidemment. Toujours. Et donc ça me permet un peu déjà de cadrer, d'arbitrer là-dessus, savoir si le projet il est démesuré par rapport au budget du client, ou si ça rentre dans l'enveloppe, et du coup on passe à l'étape suivante, quoi. Donc, et après là, par rapport à cette estimation-là, notre plus-value sur cette intervention-là, ça va être, si on ne respecte pas le budget, ça va être de trouver des pistes d'économie sur le projet, des variantes avec l'architecte, pour déposer un permis qui sera vraiment réalisé, ouais. Et pas avoir la mauvaise surprise après, quoi. Exactement. Ça, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, au début de la vidéo, concernant les études de sol et les études de structure. Et j'ai reprécisé à chaque fois, c'est que l'étude de sol et l'étude de structure sont aussi là pour, je ne vais pas dire améliorer les coûts, mais pour limiter les coûts dans le choix des matériaux. C'est qu'automatiquement, l'étude de sol, l'étude de structure et le maître d'œuvre il ne va pas surdimensionner quelque chose, ou alors va essayer de trouver le plus judicieux, les produits les plus judicieux, les plus adéquats. Ça fera partie du bêtisier, les gars, mais à l'instant même, on vient de se faire chier dessus par un pigeon sur la tige de la caméra. C'est exceptionnel, on vous le mettra tout à l'heure. Sérieusement, moi c'est pas... Moi c'est pareil, c'est un truc de fou. Tu tournes une vidéo, t'as un tube de 1 cm et le pigeon arrive à chier dessus. Merveilleux. Du coup, je vous disais donc, les études de sol, études de structure, et le maître d'œuvre va justement adapter les matériaux, le choix des matériaux en fonction de l'enveloppe globale du bâtiment, et va pouvoir proposer des solutions alternatives, que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes de délai produit, disponibilité des produits et de l'intervention en fait des artisans, puisque des fois on a des interventions qui peuvent être plus longues par certains choix de matériaux, ou des choix de matériaux qui ont été faits par le client, que ce soit en phase construction ou en phase finale. Le client va choisir un meuble vasque, va choisir un carrelage spécifique, va choisir un parement pour son extérieur, l'habillage de sa façade, etc. Et si le produit n'est pas disponible, il va pouvoir justement, on va pouvoir envisager des solutions alternatives, tout ça en relation avec le maître d'œuvre. Mais du coup, les différentes phases. Ouais, les différentes, vraiment de façon assez succincte. Ouais. Donc déjà,
c'est découverte du projet avec le client, Ouais. donc en amont ou après le permis Juste de après le construire, mais permis, voilà, voilà. découvrir, familiariser avec le projet. Voilà. Donc dans le but de faire un peu un cahier des charges, donc c'est-à-dire définir toutes les prestations qui sont inhérentes au projet, faire ce cahier des charges-là pour pouvoir après consulter les entreprises. Exactement. Donc les entreprises, au moins, elles ont un petit listing, en gros, des travaux Des tâches à faire. précis, voilà, sur les différentes tâches. Quel est le niveau attendu Un mini CCTP, en gros, pour Ouais, ceux c'est qui ça, font du exact. marché C'est- public, c'est c'est ça, un, exactement. c'est un mini cahier des CCTP. charges. Donc nous, on fait le cahier des charges, on consulte les entreprises avec cette base-là. On précise, c'est que du coup, comme il vous l'a dit au début de la vidéo, il est en relation avec des entreprises avec qui il a l'habitude de travailler. Et de ça, pour les bureaux d'études, bureaux de structure, mais études de sol, études de structure, architecte, mais aussi avec des artisans. C'est-à-dire que Cyril fait plusieurs projets en ce moment et en fait, il a des entreprises sur lesquelles il travaille régulièrement avec ces entreprises. Et donc, automatiquement, quand ils se voient, ils discutent de plusieurs projets et ils peuvent jongler en fait en fonction de l'urgence, des caractères d'urgence d'intervention, dire écoute, celui-là on est un peu moins urgent, switch du personne et essaye de basculer sur un autre quoi. Ça peut jouer. ouais, ça peut jouer. Et du coup, après cette phase de réception de devis de l'entreprise, nous, on l'analyse, on voit si ce devis est cohérent par rapport au cahier des charges. On fait déjà un premier retour et après on présente le projet financier au client en disant voilà, sur cette base de cahier des charges, je vous présente tous les devis de chaque corps d'État pour arriver à un montant de autant. Parce que le but, c'est d'être le plus précis possible en amont du projet pour qu'il n'y ait pas de surprise À la fin. et que ce soit financière ou planning pendant le chantier ou à la fin. Parce Exactement. que c'est quand on va poser le carrelage qu'on se dit tiens, on n'a pas le choix du carrelage et il faut le faire en amont. Plus c'est fait en amont, plus c'est précis, moins il y aura de problèmes après en exécution. Ok. On passe à la phase contrat de travaux. Donc c'est toujours le client qui est en relation contractuelle avec l'artisan et l'entreprise. Et c'est jamais nous qui on fait le pivot au niveau communication, intervention technique Et suivi de et chantier, planning, etc. Mais niveau contractuellement, le devis, l'engagement contractuel, c'est toujours le client vers l'entreprise. D'accord. Et après, du coup, on arrive dans la phase préparation de travaux, où là, on planifie un peu les différentes coordinations entre les corps d'État, parce que le rôle du maître d'œuvre aussi, c'est un peu le rôle de chef d'orchestre, comme on dit. Exact. Différentes entreprises qui sont en charge de différents lots. Et après, il y a une limite de prestation qui se fait entre chaque lot. Et nous, c'est de bien coordonner cette bien limite. imbriquer tout ça. Voilà, imbriquer tout ça. Et de donner les délais, les temps répartis à chacun. L'objectif, le délai et tout ça. Et pour après anticiper aussi, comme tu disais tout à l'heure, les commandes de matériaux. Et le planning de chacun. Et le planning de chacun. Parce qu'automatiquement, s'il n'y a pas de commande de matériaux, s'il n'y a pas de spécification précise sur ces éléments-là, si l'artisan en lui-même génère un retard sur son planning, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais ça va décaler le planning de chacun intervenant. Et les artisans n'ont pas qu'un chantier. Voilà. Donc quand ils décalent un chantier, ils décalent d'autres chantiers sur lesquels il a des engagements avec d'autres clients, avec d'autres contraintes. Et c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc en fait, dans le bâtiment, il y a certaines valeurs qu'on a du mal à assurer, c'est le timing. Mais automatiquement, ce laps en fait, du timing, du délai, du planning, c'est toujours un critère qu'on prend avec des pincettes parce que c'est très délicat à gérer. Donc on essaye de l'englober au mieux. Et le rôle du maître d'œuvre, c'est bien évidemment d'associer ce planning avec tous ces corps de métier et d'emboîter justement la jonction de chacun. On fait un planning général et moi ce que je fais c'est c'est un zoom sur les 3-4 prochaines semaines que je développe après, que je fais vivre avec les réunions de chantier qu'on fait pendant tout le suivi de travaux. Exactement. Donc ça aussi c'est important. Un interlocuteur, une personne qui réfère en fait au client final, c'est-à-dire que Cyril en l'occurrence va faire ses visite de chantier. Lors des visites de chantier, va notifier, va pouvoir acter via un compte-rendu de chantier au client final si le client final n'est pas là en disant voilà, telle prestation c'est conforme, telle prestation a eu des modifications, telles modifications sont à prendre pour la prochaine réunion ou pour l'intervention et ainsi de suite. Et au moins, entre guillemets, l'artisan, sa prestation elle est validée au moment T où il intervient, c'est bon, tu peux passer à l'étape d'après. Donc le suivi de chantier, voilà, comme tu disais, avec le compte-rendu de chantier. Donc c'est exactement ça, hein.
C'est un compte-rendu qui est diffusé à tout le monde et dans lequel on retrouve les coordonnées de tous les intervenants, le planning, les non-conformités qu'on a pu constater, les levées de ces non-conformités, souvent avec photos, les choix qui sont faits, un tableau historique de tous les choix, le carrelage, pardage et autres. Des contraintes techniques qu'on a pu s'apercevoir sur chantier, les solutions à apporter, tout est répertorié dedans. Okay. Et pendant la réunion de chantier aussi, et vu aussi tout ce qui est partie financier, par rapport à l'avancement des artisans, on valide leur situation de travaux avec eux. Les déblocages de fonds, s'il y a besoin, verser des acomptes pour le démarrage de nouveaux corps de métier. On valide avec les artisans, voilà, tu peux envoyer ta facture au client, je la valide. C'est conforme. Et le client, du coup, a le retour à la facture de l'artisan et ma validation pour signer, on va dire, sereinement. Ouais. Après, ça va jusqu'à la réception, jusqu'à la fin des travaux, où après, on passe avec le client et les entreprises pour vérifier que par rapport, pareil, à ce cahier des charges et aux modifications apportées peut-être dans le projet qui sont notées dans le compte-rendu, que tout est bien fait conformément, les choix de carrelage, la qualité de finition surtout, parce que tout ce qui est technique, tout ce qui est contrôle qualité, c'est fait en amont avant la réception. Donc c'est plus de la qualité vraiment esthétique de finition. Voilà, par rapport à ces remarques qui sont faites lors de ce rendez-vous, on passe à la phase levée de réserve, qui est la dernière étape, où on notifie une liste de réserves à l'entreprise qui doit être levée dans le mois. Et c'est pour ça qu'on retient un peu les 5 derniers pourcents de la facture globale à l'entreprise pour avoir un levier d'action. Un grappin sur l'artisan pour qu'il puisse venir lever les réserves. Okay, et super. Après, une fois que c'est fait, voilà, on signe un PV de réception et l'entreprise est payée à 100%, le client a son PV et on démarre la garantie de parfait achèvement, donc la garantie décennale. Les attestations de dommages d'ouvrage, donc après réception d'un deuxième bureau de contrôle qui va venir valider la prestation de tout le monde, l'attestation de dommages d'ouvrage qui va prendre foi et les assurances de tous les corps de métier, les assurances décennales de tous les corps de métier. Voilà. Une chose importante, parce qu'à un moment il faut regarder aussi et parler pépettes, comment on chiffre le maître d'œuvre? Sans tabou, hein, on est là, tabou, on parle clairement. Ça c'est suivant la philosophie de l'entreprise, comment elle chiffre. Je vais parler pour moi. Moi, je chiffre au forfait. Je le fais au temps passé. J'estime par rapport au projet, c'est pour ça que je prends des rendez-vous en amont avec le client pour essayer de bien comprendre le projet, la qualité, le niveau d'exigence qu'il souhaite. Et c'est là, donc, par rapport au temps passé, te dire c'est 100 € du mètre carré, c'est 5%, 10%. C'est pas possible. C'est possible, mais c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire, c'est pas du tout pareil. Mais on a quand même une cote mal taillée qu'on arrive à retrouver sensiblement. On est aux alentours entre 8 et 12% d'un montant de travaux. 8 et 12% d'un montant de travaux. En gros, c'est ça. Okay. Donc c'est pour ça qu'un maître d'œuvre, on l'appelle pas pour construire un abri de jardin, on l'appelle tout de suite quand le montant est assez conséquent et que les risques qu'il y a un enjeu. Et qu'il y a vraiment un enjeu de coordination et technique sur un projet. Parce que c'est vrai que, comme on vous l'a dit, hein, on parle de coordination de travaux, on parle de présentation des devis, on parle de carnet d'adresses des artisans qui gravitent autour du maître d'œuvre, mais il y a une chose aussi qu'on oublie, c'est le côté technique. C'est-à-dire il l'a présenté, il a commencé en fait même la vidéo par sa présentation et un maître d'œuvre reste le sachant, le technique de la coordination de tous les artisans. C'est-à-dire que c'est lui qui doit avoir justement tous les degrés de technicité de tous les corps de métier. Et ça, malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais ça a un coût. Donc on le sait, mais la tranquillité se paye, entre guillemets. C'est dans le sens où si on veut être tranquille sur un chantier, etc., et ben, on fait appel à un maître d'œuvre. Oui, ça a un coût, mais c'est du temps passé en moins, c'est de la garantie, c'est de l'assurance, entre guillemets, où le client final se dit « je suis tranquille, en fait ». Mon porte-parole, en fait, pour le suivi du chantier. Et ça, c'est important. Est-ce que tu avais peut-être quelque chose à rajouter pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ? Non, je voulais te remercier à mon tour, parce que c'est sympa d'avoir... on se connaît un peu plus longtemps que depuis le début de ce projet, mais d'avoir eu confiance en moi dès le début, et même en amont de la création de Module BAT. C'est vrai. Et donc, je voulais te remercier pour ta confiance, pour nos échanges de qualité. Et puis voilà, je pense avec que grand plaisir. Tu vas laisser mes coordonnées, donc si vous avez un projet... Exactement. Alors, pour la petite histoire, en fait, pourquoi je remercie aussi Cyril et j'ai souhaité à ce qu'il intervienne dans cette vidéo. En fait, Cyril est tout simplement une
une personne qui, avant même la création de module BAT, commençait déjà à passer des heures le soir à me faire des plans SketchUp avant l'archi pour te dire tiens, tu as telle faisabilité à étudier le PLU, etc. Et je lui ai dit écoute Cyril, honnêtement, de toute façon tu passes avec nous pour le projet puisque j'insistais là-dessus. Et je me trouvais logique aussi d'expliquer parce que même pour moi au début, la compréhension du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, de l'architecte, où s'arrêtent les rôles de chacun, c'était important. Et c'est pour ça que pour moi, cette vidéo est peut-être longue, mais très importante pour chacun qui vous lancer dans un projet, et au moins de découvrir les phases de métier et les différents corps d'état. Et ça, c'est super important. Donc, merci aussi à toi, Cyril. Je vous mets dans les liens de la description les coordonnées de Cyril. Si toutefois vous êtes sur un projet, vous allez étudier un projet ou vous avez des questions peut-être, n'hésitez pas à le contacter. Il intervient sur le secteur nord de la France et puis il y a peut-être envie de partir un soleil. Si un jour vous faites un projet au soleil dans le sud ou dans un pays lointain, je pense qu'il pourra peut-être dire oui. En tout cas, merci Cyril. Merci pour l'élaboration et le suivi de ce projet. Alors le projet est loin d'être terminé, mais là vous avez déjà un avant-goût des prochaines vidéos YouTube qui vont arriver. Et on va finir avec une des dernières missions de contrôle qui est nécessaire une fois que tu fais faire une extension. C'est à la fin des travaux, donc on en est loin pour l'instant, mais automatiquement à la fin des travaux qui ont été faits par des entreprises, tu vas avoir une étape de mission de fin de chantier, fin de travaux, de contrôle des travaux qui ont été effectués. Donc tu vas devoir faire appel à un bureau de contrôle qui vienne avec différentes missions que tu vas lui demander de vérifier si la totalité de ta structure, de ton implantation, des travaux qui ont été faits sont les bons. Et ça c'est pareil, ça a un coût. Et nous, on va passer par l'étude de Preventec, l'entreprise Preventec. Ça a un coût de 2150 € hors taxe pour justement pouvoir contrôler la totalité de ce projet et de contrôler l'intervention de toutes les entreprises qui sont intervenues sur notre chantier. Mais on n'y est pas encore, on se retrouvera d'ici quelques mois pour faire cette dernière vérification. On a à peu près dépensé 15 000 €, entre 14 et 15 000 € avant même de pouvoir couler une dalle, casser un mur ou poser une brique pour élaborer, pour construire un mur supplémentaire. Donc toutes ces choses-là sont des choses à prendre en compte puisqu'automatiquement, ça se budgétise, il faut le comptabiliser dans le projet d'extension puisqu'un projet d'extension, ça a un coût. Nous ici, on a le carrelage, la plomberie, même s'il y a des choses que je vais faire moi-même, mais le carrelage, la plomberie, l'électricité, la nouvelle cuisine, la nouvelle salle de bain et les différentes entreprises qui sont intervenues sur le projet. Donc automatiquement, ça a un coût et ces coûts-là supplémentaires au niveau des assurances, des bureaux d'études et des bureaux de contrôle sont des choses qui sont à prendre en compte. En tout cas, j'espère que cette première vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire si éventuellement ce premier format de vidéo, et si tu as des questions bien entendu, je me ferai un plaisir de t'y répondre et on se retrouve d'ici peu de temps pour tout simplement la deuxième vidéo où on va rentrer dans le vif du sujet et on commencera par les fondations où on va essayer de t'expliquer le but du terrassement, les fondations, comment on a fait nous nos fondations. Je t'invite d'ailleurs à activer ta petite cloche pour suivre cette vidéo, à te faire plaisir en commentaire, même mettre un petit like, ça me ferait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!